En mai 1945, le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau flottait sur le Reichstag à Berlin, symbolisant la défaite totale du Troisième Reich. Cette image emblématique marque la fin d'une ère où des généraux, autrefois vénérés, ont vu leur puissance et leur prestige s'effondrer en quelques mois. Comme l'a si bien dit le général Erich von Manstein, la guerre est un lieu de désastre et nous avons échoué sur tous les fronts. En effet, entre 1944 et 1945, la situation militaire allemande s'est détériorée à un rythme alarmant. Les victoires de l'armée rouge à l'Est et le succès des Alliés lors du débarquement de Normandie ont infligé des pertes dévastatrices aux forces allemandes. Les territoires conquis se sont réduits et la désorganisation au sein des commandements militaires est devenue flagrante. Les grands généraux, jadis des stratèges respectés, se sont retrouvés face à une déroute inéluctable, peinant à comprendre comment un empire qui avait dominé l'Europe pouvait s'effondrer si rapidement. Les batailles se sont multipliées et la lutte pour la survie est devenue la seule préoccupation de ces officiers. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la psychologie et les expériences des grands généraux allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment ont-ils vécu ces derniers mois tumultueux? Quels choix ont-ils fait face à l'imminente défaite? Et que leur est-il arrivé après 1945, alors qu'ils tentaient de se réinsérer dans un monde radicalement changé? L'effondrement militaire du Troisième Reich en 1944-1945 a marqué la fin d'une guerre qui au début semblait destinée à consolider la domination allemande sur l'Europe. Cependant, plusieurs défaites clés ont entraîné la chute irrémédiable de l'Allemagne nazie, mettant un terme à ses ambitions expansionnistes. Dès la fin de 1942, avec la bataille de Stalingrad, les armées allemandes avaient commencé à reculer sur tous les fronts. Mais c'est à partir de 1944 que les forces de l'Axe ont connu une succession d'échecs militaires cruciaux qui ont scellé leur destin. L'une des premières défaites décisives de cette période a été l'échec de l'opération Bagration, lancée par les Soviétiques en juin 1944. Cette vaste offensive sur le front de l'Est a vu l'effondrement du groupe armé centre, réduisant les positions allemandes en Biélorussie et en Pologne. Les généraux allemands tels que Heinz Guderian, alors chef d'état-major de l'armée de terre, ont tenté d'organiser des contre-offensives pour ralentir l'avancée soviétique, mais le déséquilibre des forces était tel que l'armée allemande n'a jamais pu récupérer l'initiative. Les troupes manquaient de ressources, les chaînes de commandement étaient perturbées, et les erreurs stratégiques d'Hitler, qui consistaient sur les défenses rigides plutôt que des retraites tactiques, ont contribué à l'aggravation de la situation. Pendant ce temps, sur le front de l'Ouest, le débarquement de Normandie, en juin 1944, sous le commandement des Alliés, a ouvert un autre front dévastateur pour les forces allemandes. Rommel, chargé de défendre la côte nord-ouest de la France, avait pressenti l'invasion imminente, mais n'avait pas réussi à convaincre Hitler de l'importance de renforcer les défenses côtières. Lorsque les Alliés ont réussi à percer à Saint-Lô et à encercler les troupes allemandes dans la poche de Falaise, la désorganisation des défenses allemandes a paru flagrante. Les généraux sur place, comme Günther von Kluge et Rommel, ont essayé de coordonner les retraites et de réorganiser les lignes, mais les forces alliées étaient trop puissantes. Face à ces défaites successives, les généraux allemands ont tenté, dans des conditions désespérées, de maintenir le moral des troupes. Erich von Manstein, par exemple, était un ardent défenseur de la guerre de mouvement, mais les ressources matérielles et humaines lui manquaient pour mettre en œuvre ses stratégies. La Wehrmacht se trouvait dans une situation critique. En raison des pertes massives, le front de l'Est s'effondrait, tandis que sur le front de l'Ouest, les forces alliées progressaient vers le cœur de l'Allemagne. Les généraux, pour la plupart, se sont montrés réalistes, reconnaissant la gravité de la situation. Des officiers, comme Albert Kesselring, ont tenté de ralentir les forces alliées dans le sud de l'Allemagne, mais en vain. Les décisions stratégiques des généraux allemands durant cette période, bien qu'animées d'une certaine volonté de sauver ce qui pouvait l'être, se sont souvent heurtées aux ordres d'Hitler, qui refusait de céder un pouce de terrain. Par exemple, Hitler exigeait des contre-offensives là où les généraux suggéraient des retraites stratégiques, ce qui a mené à des pertes catastrophiques. La bataille des Ardennes, en décembre 1944, en est un exemple typique. Bien que des généraux comme von Rundstedt et Model aient mis en garde contre cette offensive trop risquée, Hitler a insisté et l'échec de cette opération a accéléré la chute du front de l'Ouest. Les réflexions des généraux sur leurs propres décisions et celles du Führer
ont été pour beaucoup teintés d'amertume. Les généraux allemands, témoins impuissants de la chute de leur nation, ont dû faire face à l'inévitabilité de la défaite, à la perte de leur réputation et à la tragédie d'une guerre qu'ils n'ont pu gagner. Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, était l'un des généraux les plus emblématiques de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait connaître pour son rôle de commandant en Afrique du Nord, où son style de guerre rapide, innovant et tactiquement audacieux a mené à de nombreux succès initiaux. Ses campagnes, marquées par une grande maîtrise des stratégies de la guerre mobile et des frappes éclairs, lui ont valu l'admiration tant de ses alliés que de ses ennemis. Pourtant, malgré ses talents incontestables, Rommel se heurta à des défis logistiques majeurs et à une mauvaise coordination avec le commandement allemand, notamment avec Adolf Hitler. Ce dernier, peu enclin à écouter les recommandations de ses généraux, imposa des décisions stratégiques désastreuses, notamment le refus d'autoriser des retraites tactiques lorsque cela aurait été nécessaire. Avec le temps, Rommel devint de plus en plus désillusionné par les ordres d'Hitler et l'orientation générale de la guerre. Bien qu'il ait initialement soutenu le Führer, son désenchantement croissant fut alimenté par les sacrifices inutiles de ses troupes en Afrique et plus tard en Europe. Rommel voyait clairement que la guerre prenait une tournure désastreuse pour l'Allemagne et il exprimait ouvertement ses critiques sur la manière dont Hitler menait les opérations militaires. Ce mécontentement atteignit son paroxysme en 1944, après que Rommel fut chargé de défendre les côtes normandes contre l'invasion alliée. Convaincu que l'Allemagne ne pourrait pas gagner la guerre à ce stade, il plaida pour une paix négociée, mais ses suggestions furent ignorées par Hitler. L'implication de Rommel dans le complot du 20 juillet 1944 contre Hitler, bien qu'indirecte, scella son destin. S'il ne participa pas activement à l'attentat, Rommel était perçu comme un sympathisant de ceux qui voulaient renverser Hitler. Lorsque le complot échoua, Hitler n'eut pas d'autre choix que de punir ceux qu'il considérait comme des traîtres. Rommel se vit offrir une macabre alternative, un suicide honorable qui protégerait sa famille, ou un procès humiliant et une probable exécution. Le 14 octobre 1944, Rommel choisit le poison, mettant fin à sa vie et préservant ainsi son héritage de héros national, tout en évitant une disgrâce publique. En parallèle, Hermann Göring, autre figure clé du régime nazi, avait des ambitions et une vision bien différente de la guerre. Göring, ancien héros de l'aviation allemande durant la Première Guerre mondiale, devint un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, dirigeant la Luftwaffe et jouissant d'un statut quasi-impérial. Toutefois, à mesure que la guerre avançait, son pouvoir et son influence déclinèrent en raison des échecs répétés de la Luftwaffe, notamment lors de la bataille d'Angleterre, et de l'incapacité à défendre le Reich contre les bombardements alliés. Vers la fin de la guerre, Göring espérait néanmoins maintenir son pouvoir en misant sur sa relation personnelle avec Hitler. Cependant, à mesure que la défaite allemande devenait inévitable, Göring tenta de se repositionner. Il alla jusqu'à envoyer un télégramme à Hitler en avril 1945, proposant de prendre les rênes du Reich, convaincu que Hitler allait se suicider. Cet acte fut perçu comme une trahison et Hitler le démit de toutes ses fonctions. Lorsque Göring fut capturé par les forces alliées en mai 1945, il ne perdit pas son arrogance et sa conviction de pouvoir négocier une issue favorable pour lui-même. Pourtant, sa capture marqua la fin de son illusion de pouvoir. Jugé à Nuremberg, il tenta de justifier ses actes, mais il fut condamné à mort. Peu avant son exécution, il se suicida en ingérant du cyanure dans sa cellule. Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, l'Oberkommando der Wehrmacht, joua un rôle central dans la direction militaire du Troisième Reich. Malgré son poste influent, Keitel fut souvent vu comme un simple exécutant des ordres d'Hitler, manquant d'autonomie dans ses décisions militaires. En privé, Keitel nourrissait des doutes croissants sur la guerre, mais il restait farouchement loyal à Hitler, suivant aveuglément ses directives, même lorsqu'il savait qu'elles étaient stratégiquement erronées. Ce manque d'initiative et de prise de position critique le plongea dans un sentiment de culpabilité après la défaite. Capturé par les Alliés, Keitel fut jugé lors des procès de Nuremberg. Reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il exprima des remords, mais ses excuses furent perçues comme insuffisantes face à l'ampleur des atrocités commises sous son commandement. Il fut pendu en 1946. Erich von Manstein, quant à lui, est souvent cité parmi les généraux les plus brillants de l'armée allemande. Il élabora également le plan d'invasion de la France en 1940, qui permit la chute rapide de ce pays. Cependant, malgré ses compétences tactiques, Manstein se retrouva également face aux réalités de la défaite allemande. En 1944, il fut écarté du commandement
après s'être opposé à certaines décisions de Hitler, notamment sur la question de la retraite stratégique sur le front de l'Est. Contrairement à certains de ses collègues, Manstein conserva une vision relativement détachée de la guerre, concentrée avant tout sur les stratégies militaires plutôt que sur l'idéologie nazie. Après la guerre, Manstein fut capturé et jugé par les Britanniques pour crimes de guerre, en raison de son rôle dans la gestion des opérations en Union soviétique et des massacres de civils. Condamné à une peine de prison, il fut libéré en 1953 et devint par la suite un conseiller militaire pour la nouvelle armée ouest-allemande. Ses réflexions sur la guerre, compilées dans ses mémoires, restèrent marquées par une vision tactique et stratégique, tentant de se distancier des crimes nazis. Les procès de Nuremberg qui se sont déroulés de 1945 à 1946 représentent un tournant historique dans le traitement des crimes de guerre et des dirigeants militaires et politiques du Troisième Reich. Organisés par les puissances alliées après la capitulation de l'Allemagne, ces procès ont confronté les chefs nazis capturés à leurs responsabilités dans les horreurs de la guerre et les atrocités commises contre l'humanité. Parmi les accusés se trouvaient des figures militaires de premier plan, notamment Hermann Göring, Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, tous accusés de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Les procès militaires de Nuremberg avaient pour objectif de rendre justice aux victimes du régime nazi, mais ils servaient également à envoyer un message clair au monde. Les crimes de cette ampleur ne resteraient pas impunis. Les généraux capturés se retrouvèrent pour la première fois publiquement confrontés à leurs actes et à leurs décisions durant la guerre. Les témoignages lors des audiences révélèrent l'étendue des atrocités commises sous leur commandement, des campagnes de destruction massive sur le front de l'Est, aux exécutions sommaires et à la gestion des camps de concentration. Pour certains des accusés, comme Göring, ce fut l'occasion de tenter de justifier leurs actes en évoquant la défense de l'État ou leur loyauté envers Hitler. D'autres, comme Keitel, exprimèrent des remords pour leur rôle dans la guerre, bien que cela n'ait pas suffi à obtenir la clémence du tribunal. L'impact des procès de Nuremberg sur l'image publique des généraux allemands fut considérable. Pour la première fois, le monde entier assistait à la déconstruction du mythe de l'honneur militaire prussien qui avait jusqu'alors accompagné la carrière de nombreux officiers allemands. Des hommes autrefois respectés pour leur bravoure sur le champ de bataille furent exposés comme complices, voire auteurs d'actes inhumains. La couverture médiatique internationale des procès contribua à entacher la réputation de l'armée allemande dans son ensemble. Néanmoins, certains généraux, comme Erich von Manstein, qui ne fut pas jugé lors du procès principal, mais lors de procès ultérieurs, continuèrent à jouir d'une certaine estime en raison de leur distance apparente avec l'idéologie nazie, mettant en avant une stratégie militaire pure plutôt qu'une adhésion au projet hitlérien. Après la guerre, la question de la réinsertion des anciens généraux dans l'Allemagne d'après-guerre devint cruciale, en particulier après la formation de la République fédérale d'Allemagne, la RFA, en 1949. Pour certains généraux, leur réinsertion professionnelle fut facilitée par leurs compétences militaires et leur prestige stratégique. Des généraux comme Heinz Guderian, théoricien des chars et des tactiques de la guerre éclair, furent intégrés dans les discussions militaires post-guerre, ayant réussi à se distancer suffisamment du régime nazi. Cependant, la réinsertion dans la société allemande ne fut pas toujours aisée pour ceux qui avaient été associés de près à Hitler. Les généraux qui avaient exprimé des remords ou qui étaient restés à l'écart des crimes de guerre parviennent à retrouver un rôle dans cette Allemagne en reconstruction, alors que d'autres, moins chanceux, furent exclus ou marginalisés. La RFA chercha à effacer les stigmates du passé nazi, tout en s'appuyant sur une partie de l'expertise militaire des anciens généraux pour reconstruire une force de défense capable de faire face aux nouvelles menaces, en particulier dans le contexte de la guerre froide. Cela créa une ambiguïté morale pour certains, à la fois rejetés par une partie de la population en raison de leur passé, mais réintégrés pour leurs compétences professionnelles. Les positions des anciens généraux allemands face au nazisme après 1945 furent variées. Si certains, comme Manstein, tentèrent de réécrire l'histoire en insistant sur leur rôle purement militaire et en minimisant leur implication dans les crimes du régime, d'autres adoptèrent une attitude plus repentante. Keitel, lors des procès de Nuremberg, exprima un sentiment de culpabilité, reconnaissant que sa loyauté envers Hitler l'avait conduit à prendre des décisions qu'il qualifia d'inhumaines et d'injustifiables. Cependant, la plupart des généraux capturés évitèrent de discuter ouvertement de leur allégeance passée, préférant se concentrer sur des questions purement stratégiques ou militaires dans leurs écrits d'après-guerre, souvent pour se dédouaner. Quant aux autres généraux moins connus, leurs trajectoires après 1945 furent tout aussi diverses. Certains d'entre eux, comme Friedrich Paulus, le commandant des forces allemandes à Stalingrad,
restèrent marqués par leur capitulation face à l'armée rouge. Paulus, capturé par les soviétiques, choisit de coopérer avec eux après la guerre, devenant un fervent partisan de la RDA, l'Allemagne de l'Est. D'autres généraux, après leur emprisonnement, vécurent des vies plus discrètes, cherchant à se faire oublier dans une société allemande qui tentait de reconstruire son identité sur les ruines du Troisième Reich. Pour beaucoup, la transition vers une vie civile normale fut marquée par le poids du passé et la nécessité de se réinventer dans un contexte où le nazisme était désormais renié. L'héritage des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale, longtemps entouré d'ambiguïté, a fait l'objet de nombreuses relectures historiographiques au fil des décennies. Dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre, l'accent était surtout mis sur la nécessité de rendre justice aux victimes du régime nazi, d'où l'importance cruciale des procès de Nuremberg, où plusieurs figures militaires de premier rang furent jugées pour crimes de guerre. Cependant, avec le temps, la manière dont ces généraux ont été perçus a évolué, oscillant entre des représentations de tacticiens brillants, de figures honorables et celles de complices dans les atrocités nazies. Dans l'immédiat après-guerre, une certaine distinction fut faite entre les criminels de guerre et les bons soldats, une notion qui permit à certains généraux de conserver un certain prestige malgré l'effondrement du régime qu'ils avaient servi. Les mémoires d'Erich von Manstein, publiées dans les années 1950, participèrent à ce phénomène. Dans ses récits, Manstein se présente comme un général apolitique, simplement concentré sur la stratégie militaire et non sur l'idéologie nazie, ce qui lui permit d'être réhabilité dans une partie de l'opinion publique. De tels récits contribuèrent à maintenir l'image de généraux allemands, avant tout professionnels, écartant toute responsabilité directe dans les crimes du Troisième Reich. Cependant, à mesure que l'historiographie évoluait, cette distinction entre soldats honorables et criminels de guerre s'estompa. Dans les années 1960, des historiens commencèrent à réexaminer le rôle de l'armée allemande dans l'exécution des politiques nazies, en particulier sur le front de l'Est. L'idée que les généraux allemands étaient des acteurs purement militaires, sans implication idéologique, fut remise en question. Des études approfondies sur la conduite de la guerre à l'Est, notamment sur les massacres de civils, les exécutions de prisonniers et les opérations de pacification brutale, révélèrent que de nombreux généraux, y compris ceux qui jouissaient d'une bonne réputation, avaient facilité, voire activement encouragé ces crimes. L'historiographie commença alors à replacer les généraux dans le cadre plus large de la machine de guerre nazie, montrant qu'ils étaient à des degrés divers, complices des atrocités perpétrées par le régime. Cette révision critique se poursuivit au cours des décennies suivantes. Des travaux historiques, menés dans les années 1980 et 1990, mirent en lumière l'implication structurelle de la Wehrmacht dans les crimes de guerre et dans la mise en œuvre de la politique d'extermination à l'Est. Par exemple, des études sur la campagne de Russie démontrèrent comment des figures comme Manstein, initialement présentés comme des généraux propres, avaient fermé les yeux sur les massacres de masse commis par les Einsatzgruppen, ou pire, les avaient activement facilités en collaborant avec les SS. Cette révélation historiographique a progressivement effacé l'image romantique de ces généraux en tant que héros militaires, remplaçant cette vision par celle d'hommes pris dans la machine totalitaire d'Hitler, dont certains étaient parfaitement conscients des crimes commis en leur nom. L'impact de cette évolution historiographique ne se limita pas au cercle académique. Il eut aussi des répercussions profondes sur la mémoire collective et sur la manière dont l'Allemagne moderne envisage son passé militaire. La formation de l'armée ouest-allemande, créée en 1955, fut influencée par ce débat. D'une part, l'Allemagne cherchait à se doter d'une force militaire compétente dans le contexte de la guerre froide, et pour cela elle s'appuyait en partie sur les compétences et l'expérience des anciens généraux de la Wehrmacht. D'autre part, l'armée allemande devait se distancier des crimes du passé et incarner un modèle démocratique, respectueux des droits de l'homme et des lois de la guerre. Dans cette optique, l'armée allemande chercha à réviser ses doctrines militaires en tenant compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Elle se dota ainsi de nouveaux principes éthiques, tels que le refus de l'obéissance aveugle et l'insistance sur la responsabilité individuelle de soldats. Ces principes découlaient directement des erreurs commises par la Wehrmacht, où l'obéissance à des ordres criminels avait souvent été justifiée par un sens mal interprété de la discipline et de la loyauté. Cette transformation éthique, visant à rendre chaque soldat responsable de ses actions, devint un pilier fondamental de la nouvelle armée allemande et un contrepoint à la culture militaire de l'ère nazie. Cette transition s'accompagna d'un débat intense sur la place des anciens généraux de la Wehrmacht dans la nouvelle armée allemande.
Alors que certains comme Manstein participèrent directement à sa reconstruction, leur implication passée soulevèrent des questions morales. Au fur et à mesure que les preuves de leur participation aux crimes de guerre se multipliaient, leur héritage devint plus contesté. En conséquence, les généraux de la Wehrmacht furent progressivement écartés des célébrations officielles et leur mémoire devint un sujet de controverse. L'Allemagne de l'après-guerre dut ainsi composer avec l'héritage contradictoire d'une armée autrefois respectée, mais entachée par ses liens avec le régime nazi. La question de la responsabilité et de la mémoire historique des actes militaires fut donc centrale dans cette transition. L'héritage des généraux nazis demeure donc complexe et ambigu. D'un côté, leurs compétences militaires sont encore étudiées dans les académies militaires à travers le monde, et certaines de leurs doctrines tactiques, notamment en ce qui concerne la guerre mobile ou les opérations en profondeur, continuent d'influencer les stratégies modernes. De l'autre, leur complicité dans les crimes de guerre et les génocides du Troisième Reich fait partie intégrante de leur héritage et ne peut être dissociée de leur succès militaire. Cette dualité est au cœur de la manière dont l'histoire les a traités, passant de figures militaires respectées à des individus associés aux passages les plus sombres de l'histoire allemande. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la fin des grands généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via Tipeee ou en utilisant le bouton merci directement sur YouTube. A très bientôt ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.